Yogiri est un rat de laboratoire qui débloque une compétence de mort instantanée, mais est téléporté dans un monde dirigé par des sages maléfiques. Cependant, lorsqu'il réalise qu'il doit vaincre des dieux sombres pour rentrer chez lui, il utilise sa compétence pour séduire une fille psychopathe, qui l'aide à battre ses ennemis pendant la journée, tandis qu'il reçoit des faveurs d'elle la nuit. Avant cela, Yogiri est en excursion scolaire lorsque son bus se téléporte soudainement dans un autre monde. Juste à ce moment-là, une fille monte dans le bus et se présente comme Sage Shion. Quand le professeur essaie d'intervenir, elle le tue sur le champ et lui dit de se concentrer sur ce qu'elle a à dire, sinon ils auront une fin similaire. Cependant, elle mange quand même le chauffeur du bus. Parce qu'il n'est pas pertinent pour l'intrigue. C'est un monde maléfique dans lequel nous vivons. Après, elle dit aux élèves qu'elle les a amenés ici en tant que nouveaux candidats sages, parce que ce monde est gouverné par des sages et qu'elle veut renouveler leur nombre. Elle lance ensuite un sort qui accorde à chacun des capacités spéciales, sauf à quelques candidats inadaptés, et leur donne pour mission de tuer un dragon. Ensuite, les élèves commencent à se préparer pour une attaque imminente, mais Yogiri, qui n'a pas reçu de nouveaux pouvoirs, dort comme un loir sans se soucier du monde. Pendant ce temps, les autres choisissent un gars nommé Yasaki comme leur chef et ils décident d'utiliser les faibles comme appât et de les enfermer dans le bus. Peu après, le dragon apparaît et élimine certains des faibles. La dernière fille, nommée Tomo, réveille Yogiri et il voit que tout le monde autour de lui est mort. Quand le dragon vient pour eux, Tomo panique, mais Yogiri parvient à l'exécuter sans bouger un muscle. Tomo lui demande comment il a fait, mais Yogiri ment en disant que le dragon est mort tout seul. Après qu'il se lève, il voit 3 de leurs camarades de classe voler vers eux et Yogiri se demande s'il devrait les éliminer puisqu'ils l'ont essentiellement laissé ici pour mourir. Quand les gars atterrissent, ils demandent à Tomo de venir avec eux parce qu'ils ont désespérément besoin d'une gâterie et leur chef utilise même une énorme boule de feu pour l'effrayer. Cependant, Yogiri devient soudain sérieux et lui dit de mourir, le faisant tomber. Il fait ensuite la même chose avec le deuxième gars avant d'expliquer qu'il a une compétence appelée mort instantanée, ce qui fait de lui un light Yagami à petit budget. Il demande ensuite au dernier gars, Daemon, pourquoi ils agissaient comme des idiots et il lui dit que c'est parce qu'ils sont déjà venus dans ce monde une fois auparavant. Les 3 ont été convoqués pour vaincre le seigneur démon, et une fois leur mission accomplie, ils ont été renvoyés dans leur monde d'origine. Ils révèlent également que, bien qu'ils aient vécu ici pendant 1 an, seules quelques heures se sont écoulées chez eux. Yogiri décide de l'éliminer aussi, mais il supplie pour sa vie, allant jusqu'à mettre un collier d'esclave autour de son cou pour être toujours obéissant à Yogiri. Cependant, Daemon est plus inutile que Sakura, alors Yogiri lui dit d'attendre près de la forêt magique. Il lui dit aussi de vider tout son inventaire pour que les Pshap leur laissent plus d'argent que vous n'en avez jamais vu. Vous êtes fauchés. Ensuite, il dit à Tomo de ne faire confiance à personne, mais quand elle lui demande pourquoi il lui fait confiance, il répond que c'est parce qu'elle a de doux et tendres melons, ce qui la rend folle. Pendant ce temps, Shion se prépare dans ses quartiers privés lorsque son assistant Yuichi arrive et lui donne un rapport de situation sur la mission. Il lui dit que 2 de rang S ont également été tués lors de la mission, et il s'inquiète que quelqu'un utilise de la magie de mort instantanée. Shion n'est pas vraiment préoccupée par cela et lui dit de s'en occuper elle-même avant de retourner à caresser son chat. Plus tard, Tomo et Yogiri arrivent sur une île paradis à petit budget, et lorsque Tomo voit les gardes fermer les portes, elle se précipite vers eux pour réaliser qu'ils parlent une langue différente. Ils rencontrent bientôt un gars nommé Masahiko, qui parle leur langue, et ils lui disent qu'ils ont été séparés de leur groupe. Masahiko leur dit qu'il prend habituellement des frais d'entrée de tout le monde, mais que les supérieurs lui ont dit de ne pas interférer avec les candidats sages. Cependant, cela signifie aussi qu'il ne les aidera pas à rattraper leur groupe, alors le type décide de filer. En passant, le gars demande à Tomo si elle aimerait tripoter ses noix, et Tomo est tellement horrifiée qu'elle attrape la main de Yogiri et s'enfuit. Plus tard, elle admet à Yogiri qu'elle était inquiète qu'il puisse tuer Masahiko, mais Yogiri lui dit calmement qu'il n'est pas un meurtrier fou. Alors qu'ils regardent autour d'eux, ils remarquent toutes sortes de personnes, y compris des demi-humains et des elfes. Juste à ce moment-là, une fille chat nommée Mirai apparaît et propose de leur montrer gratuitement. Yogiri demande comment cela va lui profiter et elle dit qu'elle essaie de se faire remarquer par les candidats sages. Cependant, elle suppose que Tomo sort avec Yogiri, alors elle promet de garder sa bande loin de lui. Ce soir-là, alors que Tomo revient des courses, Mirai amène une bande de voyous et Yogiri réalise qu'ils sont sur le point de se faire voler. Leur chef explique en outre qu'ils s'en prennent aux candidats sages sans capacité, car ceux qui ont de la force sont trop forts pour eux. Tomo avertit rapidement Mirai de reculer, insistant sur le fait que Yogiri est bien plus fort qu'il n'en a l'air, mais elle ne fait que se moquer d'eux pour leur impuissance. Avant que le groupe ne puisse attaquer, Yogiri élimine tranquillement tout le monde derrière lui, puis se tourne vers ceux devant, testant s'il peut épargner leur vie en ne ciblant que certaines parties du corps. Bien que l'expérience fonctionne, il décide rapidement qu'il n'aime pas voir les gens souffrir, admettant que la torture n'est pas son style. Alors que ses alliés tombent un par un, Mirai fond en larmes, alors il la laisse partir.
Avant qu'ils ne puissent partir avec Tomo, le capitaine de la garde Edel et ses hommes bloquent leur chemin. Lorsqu'elle demande ce qui s'est passé, Yogiri fait semblant de ne pas savoir, mais Edel appelle son bluff et admet qu'elle a tout vu. Tomo exige de savoir pourquoi elle n'est pas intervenue, et Edel explique qu'elle suivait le chef du groupe. Agacé d'avoir été utilisé, Yogiri écoute tandis que Georgie ajoute que ni lui ni Tomo n'ont de pouvoir, ce qui les rend peu susceptibles d'être des suspects. Frustré, Edel s'en va tandis que Yogiri demande à George de les aider à trouver un endroit pour se reposer. À la réception, Yogiri demande à Tomo si elle aimerait partager une chambre, mais elle n'est pas prête à perdre sa virginité, alors elle dit non. Plus tard, elle s'installe dans une grande chambre avec un lit double, mais être séparée de Yogiri ne fait que la faire penser encore plus à lui. Elle se demande s'il veut goûter son cookie, puisqu'il a suggéré de partager une chambre, et elle se souvient aussi comment il a dit que ses melons étaient tremblotants. Juste à ce moment-là, il voit un fantôme dans sa chambre, et crie pour réaliser qu'il ressemble beaucoup à sa sœur. Le fantôme se présente comme Momo, et après quelques bavardages, elle révèle qu'elle est venue ici en tant qu'ange gardien. Tomoe commence à la gronder parce qu'elle était introuvable quand elle était le plus nécessaire. Mais Momo dit qu'elle s'est cachée parce qu'elle craignait que Yogiri ne l'anéantisse. Tomoe est choquée lorsqu'elle réalise que la capacité de Yogiri fonctionne aussi sur les esprits, et Momo lui demande rapidement de le prévenir à l'avance pour qu'il ne soit pas pris au dépourvu. Momo explique ensuite que, puisqu'elle est elle-même un esprit, elle peut protéger Tomoe des dangers surnaturels, et que c'est la raison pour laquelle Tomoe n'a jamais acquis de pouvoir. Tomoe fait d'abord une crise, mais Momo lui rappelle calmement que les pouvoirs ont souvent un coût élevé, et qu'elle voulait seulement la protéger du danger. Curieuse, Tomoe demande si tout le monde sans pouvoir a un gardien, mais Momo lui dit qu'elle est un cas rare à cause de sa connexion avec l'école de tir à l'arc d'Enora. Momo promet de faire tout ce qu'elle peut pour ramener Tomoe dans son monde d'origine, mais Tomoe hésite car elle est devenue complètement dépendante de Yogiri. Voulant mieux la préparer, Momo passe toute la nuit à enseigner à Tomo ses techniques secrètes d'arts martiaux. Le lendemain, Yogiri et Tomo rencontrent une femme nommée Celestina qui propose de les aider à retrouver leurs camarades de classe. En échange d'un peu d'or, elle marque leurs cartes, fournit des outils de traduction et leur remet même des billets de train pour la capitale royale. Avant de partir, Yogiri lui demande d'investir tous leurs bijoux dans une entreprise, surprenant Tomoe par son calme et sa confiance. Dans le train, Yogiri joue tranquillement à son jeu, tandis que Momo plane près de Tomoe, qui s'agace et lui dit d'embêter Yogiri à la place. Momo refuse, inquiète de ce qu'il pourrait faire s'il la remarque, seulement pour que Yogiri dise nonchalamment qu'il la voit déjà. Il demande ensuite à Tomoe de s'asseoir à côté de lui, et dès qu'elle le fait, il la plaque soudainement. Confuse, Tomoe lève les yeux et réalise que tout le toit du train a disparu. Yogiri apprend qu'un héros combat un agresseur d'un autre monde à proximité, et Tomoe aperçoit le guerrier blond se battre contre un robot géant. Elle demande nonchalamment à Yogiri de les éliminer puisqu'ils sont dans le chemin, mais il lui rappelle qu'ils ne peuvent pas simplement tuer quiconque les ennuie, la laissant embarrassée. Leur conversation est interrompue lorsque la bataille se rapproche, et le héros Santaro s'en prend aux civils innocents par frustration. Yogiri demande à Santaro pourquoi il les attaque, mais Santaro commence à jacasser sur sa supériorité, alors Yogiri le termine. Le robot voit Santaro mourir et explique immédiatement qu'il n'est pas un ennemi, et que s'il le laisse partir, il leur accordera un vœu. Yogiri accepte et demande comment il peut retourner dans son monde. Alors le robot lui dit qu'il aura besoin de coordonnées et d'une énorme quantité d'énergie pour cela. Pendant ce temps, Adele et George interrogent un homme aveuglé par le pouvoir de Yogiri, mais rien ne semble le guérir. Leur chef, Lane, essaie même de le transformer en vampire, mais il reste aveugle. Avant qu'ils ne puissent le comprendre, un héros fait irruption dans leur repère prêt pour le combat. L'autre héros, nommé Yin, attaque Lane, mais elle encaisse son attaque, incitant le héros à se donner à fond. Même après une explosion massive, Lane semble indemne et révèle qu'elle est en fait immortelle. Elle jette ensuite Yin du balcon et dit à Adele et George de chercher Yogiri. Peu après, ils aperçoivent le train et remarquent Santaro gisant mort à proximité. Lorsque Lane partage cela avec Shion, elle suppose que Yogiri doit avoir une arme de mort instantanée, car il n'est pas assez fort pour battre un héros. Lors de leur réunion, Lane convoque un sage nommé Masayuki et lui dit de rassembler le corps immortel et de lancer une opération sur Hansabusa. Pendant ce temps, alors que Tomoe et Yogiri se reposent pour la nuit, Tomoe revient avec une arme futuriste qui peut changer de forme et la remet à Tomoe. Le lendemain, Yogiri et Tomoe arrivent dans la ville de Hansasuba, et Tomoe commande qu'elle ressemble à une ville japonaise. Elle remarque alors que Yogiri semble déprimé, et c'est parce qu'il finit par éliminer tous ceux qui l'attaquent. Lorsqu'il dit qu'il a éliminé tous les démons et voyous qui les poursuivaient, Tomoe réalise qu'il se fatigue lorsqu'il utilise ses pouvoirs.
En naviguant dans la ville, ils repèrent un hôtel de grande hauteur que Celestina avait marqué sur leur carte. Lorsqu'ils entrent, ils tombent sur leur camarade de classe, Yuki, qui dit s'être séparé des autres et avoir commencé sa propre quête. Avant qu'il ne puisse expliquer davantage, sa copine, Erika, arrive et demande sévèrement pourquoi il se lie d'amitié avec d'autres filles. Erika est parmi la liste des méchantes que Yuki fréquente chaque nuit, avec Stéphanie, Chelsea, Euphemia et Risa, toutes prêtes à leur sauter dessus. Yogiri chuchote à l'oreille de Tomoe que Yuki a été laissé derrière comme le reste d'entre eux et qu'il a dû acquérir un pouvoir spécial qui lui a donné 11 pouces dans le camion. Cependant, Tomoe révèle qu'il a toujours été arrogant et populaire auprès des dames. Yuki invite alors Tomoe à rejoindre son harem, mais comme elle est avec Yogiri, Yuki propose de l'accepter comme serviteur. Étant donné qu'il est un idiot ignorant, Yogiri conclut qu'il ne veut même pas le terminer, mais Yuki dit avec confiance qu'il est de la classe des sages les plus forts. Il révèle ensuite que lorsqu'il est arrivé ici pour la première fois, toute la ville lui a organisé une fête, et c'est à ce moment-là que leur camarade de classe, Haruto, l'a approché. Il a dit à Yuki que, puisqu'il était de la classe des sages les plus puissants, tout le monde l'évitait, donc il devrait se procurer des serviteurs de niveau 1. Chaque fois que ses serviteurs battaient quelqu'un en combat, Yuki recevait toute leur expérience et devenait plus fort. Yuki lui a demandé comment il savait tout cela, et il a révélé que son rôle de consultant lui permettait de repérer les capacités cachées chez n'importe qui. Quand Yuki a demandé pourquoi il l'aidait, Haruto a dit qu'il voulait juste s'assurer que l'un d'eux devienne un sage pour qu'il ne soit pas transformé en bétail, et c'est ainsi que Yuki peut devenir plus fort sans jamais combattre personne. Il défie ensuite Yogiri à un combat, mais Tomoe refuse immédiatement en son nom parce qu'elle ne veut pas qu'il meure. Yuki décide alors de partir, et comme il a tant de filles, Yogiri dit à Tomoe qu'elle sera plus en sécurité avec lui. Cependant, Tomoe se fâche en entendant cela, alors il s'excuse. Quelques jours plus tard, Tomoe est dans sa chambre, se demandant quand ils partiront, et Momo lui dit que Yogiri dort encore. Elle demande à Momo d'aller le voir, mais Momo refuse parce qu'elle a encore peur de lui. Pendant ce temps, Lane combat un agresseur nommé Darkness, et ses pouvoirs commencent à se répandre dans la ville. Peu après, le corps des immortels attaque la ville avec Masayuki comme chef. Et tandis que la ville sombre dans le chaos, Tomoe tire les rideaux parce qu'elle est trop indifférente pour s'en soucier. Cependant, Momo lui dit que quelqu'un les observe secrètement avec de mauvaises intentions, mais qu'ils ont utilisé une compétence pour cacher leur corps. Tomo décide d'appeler Yogiri pour le réveiller, mais Yogiri dort profondément, rêvant de son enfance. Après s'être réveillé, il rejoint l'appel et voit Erika avec une intention meurtrière envers Momo. Il l'élimine immédiatement avec sa magie de mort instantanée avant de se diriger vers la chambre de Tomo. Là, il appelle le personnel de l'hôtel pour leur faire savoir qu'une femme s'est effondrée par terre, afin qu'ils ne le soupçonnent pas plus tard. Tomo révèle à Yogiri qu'Erika est l'une des filles de Yuki, alors il décide de filer avant qu'il n'arrive. Pendant ce temps, alors que le signal d'Erika disparaît du système de Yuki, il est attaqué par un démon de haut niveau, mais il le vainc facilement et en fait son serviteur. Il demande ensuite au démon jusqu'où vont ses ruines, et il lui dit qu'elles descendent jusqu'au 150e étage. Il envoie ensuite le démon descendre et rassembler plus de serviteurs pour lui avant de s'occuper du problème d'Erika. En vérifiant ses journaux, il voit qu'elle a été prise par surprise par quelqu'un, et Euphemia dit que c'est difficile à croire parce qu'Erika était une assassin. Elle explique en outre qu'Erika pourrait être allée à l'hôtel pour capturer ou éliminer Tomo, mais comme elle a échoué, Tomo est peut-être déjà en fuite. Yuki sait que Tomo a un throat goat simile, alors il décide d'envoyer Risa et Chelsea à sa poursuite avant qu'elle ne s'échappe. Pendant ce temps, Line combat toujours Darkness, mais peu importe ce qu'elle fait, ses attaques sont vaines, et il continue de se diriger vers la ville. À l'hôtel, Yogiri et Tomo tombent sur Risa, qui les gèle immédiatement dans la glace, révélant qu'elle est en mission pour amener Tomo à son maître, Yuki. Yogiri utilise sa magie de mort sur la glace pour la briser facilement, et lorsque Risa essaie à nouveau, il fait de même avec sa baguette. Il demande ensuite si elle cache d'autres baguettes, et Risa en sort une de ses melons. Yogiri demande alors si elle est seule ici, et Risa dit que tout le monde dans leur groupe est après Tomo. Juste à ce moment-là, une silhouette sombre les attaque soudainement, mais Tomo réagit rapidement et les jette à terre. Yogiri se demande comment elle est devenue si forte, et Momo dit que son entraînement a enfin porté ses fruits. La silhouette s'avère être une poupée contrôlée par Chelsea, et il lève les yeux pour voir plusieurs autres poupées prêtes à les attaquer. Risa essaie de sortir une autre baguette secrète dans le chaos, mais Yogiri la neutralise rapidement. Lorsque les poupées les attaquent, il les vainc également, avant de se diriger vers Chelsea, qui est en fait une adorable petite poupée elle-même, suppliant pour sa vie. En échange, il décide de leur donner des informations sur Yuki, alors il envoie des insectes sous son contrôle pour les espionner. Les éliminer serait trop compliqué pour Yogiri, alors il décide de simplement quitter l'hôtel. Pendant ce temps, Euphemia conseille à Yuki de ne pas se faire un ennemi de quelqu'un qui peut exécuter quelqu'un à la demande, mais sa fierté l'en empêche et il refuse d'écouter.
Il ordonne alors aux insectes de les attaquer, mais Yogiri utilise leur aura meurtrière pour localiser Yuki. Cela lui permet d'éliminer Yuki sans même le voir, rendant son pouvoir encore plus surpuissant qu'il ne le pensait initialement. Avec les insectes libérés de l'emprise de Yuki, Tomo demande à Yogiri s'il les écraserait, mais il dit qu'il ne mettra pas fin à une vie simplement parce qu'elle est désagréable. Pendant ce temps, puisque Yuki est mort, Euphemia est libérée de son contrôle et décide de filer. En sortant des ruines, elle voit Line flotter devant et une immense ténèbre à l'arrière se diriger vers la ville. Line utilise alors un sortilège de charme sur elle avant de la transformer en vampire pour qu'elle puisse apprendre comment Yogiri a vaincu Yuki. D'un autre côté, Yogiri et Tomo sont prêts à quitter la ville, mais sont confrontés à toute une armée de zombies alors que toute la ville sombre dans le chaos. Tomo se demande s'il devrait aider, mais Yogiri pense qu'il vaut mieux partir. Alors qu'ils s'en vont, Masayuki rencontre le maire, Ryota, et révèle qu'il est là sur les ordres de Line. Une fois que Ryota lui remet la clé de la ville, Masayuki annule le raid de zombies et dit aux citoyens qu'il cherche Yogiri et Tomo. Il affiche leurs photos à toute la ville et exige qu'ils les amènent sur la place centrale dans 1 heure. S'ils ne le font pas, toute la ville deviendra comme dans High School of the Dead, puisque tout le monde est maintenant à leur poursuite. Yogiri et Tomo se cachent dans une ruelle et se demandent pourquoi ils sont devenus une cible. Yogiri se souvient alors qu'il a mis fin à Santaro, et cela doit être la raison pour laquelle les gens le veulent. Juste à ce moment-là, ils sont repérés par des citoyens, et quand l'un d'eux saute sur Yogiri, il l'élimine immédiatement. Quand les autres s'enfuient, Yogiri réalise que ces gens l'attaquent pour sauver leur propre vie. Alors, pour éviter de les blesser, il se demande s'il devrait se diriger directement vers la place. Peu après, il rencontre Masayuki à l'extérieur de la place, qui se moque d'eux pour être venu seul. Masayuki est déterminé à jouer avec eux, mais Yogiri lui dit calmement qu'il veut simplement prendre le train pour la capitale royale. Cependant, Masayuki a mis une barrière autour de la ville pour que personne ne puisse partir, et il refuse de répondre aux demandes de Yogiri. Yogiri dit nonchalamment qu'il le laissera vivre s'il enlève la barrière, mais cela ne fait qu'énerver encore plus Masayuki. Il déchaîne alors son armée sur les morts vivants parce qu'il pense que Yogiri ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. Cependant, Yogiri parvient à les exécuter sans aucun problème, et lui-même ne comprend pas comment cela fonctionne. Fatigué de ces absurdités, Masayuki commence à se transformer en loup-garou, mais Yogiri pense qu'il est Eren Yeager et le termine en pleine transformation. Tomo le gronde pour avoir enfreint la règle d'or de l'anime, mais il est trop désinvolte pour s'en soucier. Comme ils ont toujours le problème de la barrière, le duo se tourne vers le maire Ryota, qui est terrifié pour sa vie et implore la pitié. Il jure qu'il n'a rien à voir avec l'attaque et que Line avait ordonné à Masayuki de les traquer. Lorsqu'ils apprennent que Line est aussi un sage, Tomo se lance dans une diatribe sur la façon dont Shian les a amenés ici et a essayé de les éliminer. Et maintenant, Line fait de même. Juste à ce moment-là, Momo fait remarquer qu'elle ressent une aura meurtrière venant de toutes les directions, et ils regardent autour d'eux pour voir des citoyens sous contrôle mental les observer comme s'ils étaient des partisans de Trump. Ryota récupère rapidement la clé de la ville sur le cadavre de Masayuki pour former une barrière, mais la clé ne fonctionne pas. Il s'avère que Line maintient la barrière toute seule, et Euphemia l'avertit de ne pas se faire ennemi de Yogiri. Line sait qu'Euphemia lui est maintenant complètement loyale et ne lui mentira pas, ce qui signifie que Yogiri pourrait aussi avoir le pouvoir de la détruire. De retour en ville, les citoyens chargent vers Yogiri avec des armes, et il est forcé de les neutraliser, au grand désarroi de Ryota. Pendant ce temps, Line décide d'utiliser le jutsu des clones de l'ombre pour augmenter ses chances de mettre fin à Yogiri. Peu après, l'obscurité se dirige vers la ville et tandis que Yogiri est distrait par celle-ci, Line remarque que puisque ses clones n'ont pas d'intentions meurtrières envers lui, Yogiri ne peut pas la suivre comme il a suivi Yuki. Elle ordonne alors à ses clones de bombarder la ville dès que l'obscurité disparaît et que tout ce qui suit ne sera qu'une catastrophe naturelle. Pendant ce temps, Tomo demande à Yogiri d'abattre le monstre, et dès qu'il le fait, les clones attaquent la ville. Yogiri dit à tout le monde de baisser la tête, et une fois que les missiles s'arrêtent, il se retrouve le visage entre les airbags de Tomo. Lorsqu'il se lève, Tomo l'informe que plusieurs femmes en robe rouge se dirigent vers eux, et Ryota révèle que c'est Line. Tomo demande à Yogiri s'il peut éliminer la vraie Line, mais il dit qu'elle ne l'attaque pas directement, donc il ne peut pas suivre son intention. Tomo demande alors à Ryota combien de lins il y a et il révèle que l'original vient de faire des copies d'elle-même pour se fondre dans la masse. Yogiri dit qu'il pourrait avoir un plan, mais cela nécessite que Line l'attaque directement. Ryota sort une carte en direct de la village et révèle qu'il y a un schéma dans les attaques de Line et qu'elle n'attaque pas 2 fois au même endroit. Cela leur permet de prédire l'emplacement de la prochaine attaque, alors Ryota décide d'y aller seul. Cependant, Ryota dit qu'il peut les téléporter là-bas et Tomo dit qu'elle a une vue perçante qui l'aidera à repérer Line de loin. Ainsi, ils se téléportent tous vers le prochain set de bombes possible. Et une fois qu'ils voient une attaque arriver, Yogiri attrape la main de Tomo et encaisse le coup.
Cela lui permet de suivre la copie de Line et de les éliminer, tandis que Tomo utilise un sort pour les protéger de l'attaque. Elle remet ensuite à Tomo un parchemin révélant qu'elle l'a obtenu d'un agresseur et qu'il a le pouvoir de se transformer en bouclier. Peu après, des centaines de copies de Line tombent comme des mouches, et l'original Line réalise qu'elles sont toutes mortes parce qu'elles ont été créées de manière similaire. À ce moment-là, Line ressent le sort de Yogiri sur elle et comprend qu'il a d'une manière ou d'une autre suivi son corps original. Juste avant de mourir, elle dit quelque chose à propos de sauver une fille, et ailleurs, une pièce mystérieuse s'illumine. Une fille se réveille dans un cercueil et voit un cristal dans sa main. Ce cristal affiche un message enregistré de l'un lui disant qu'elle est une copie d'elle, mais avec ses propres pensées et consciences, ce qui fait d'elle une personne distincte. Elle n'hérite pas non plus des souvenirs de Line, et de cette façon, elle sera protégée des attaques de Yogiri. Pendant ce temps, Tomo remercie Ryota pour son aide à sauver la ville, après quoi, elle prend le jeep militaire de Masayuki et se dirige vers la capitale. Pendant ce temps, au camp des étudiants, une candidate sage samouraï, Ryoko, tranche des monstres tandis que ses Powerpuff Girls l'encouragent en arrière-plan. Plus tard, elle rencontre une camarade de classe nommée Carole qui lui rend son téléphone avant de lui dire qu'elle l'a emprunté parce qu'elle voulait vérifier si son outil de surveillance de Yogiri fonctionne ou non. Quand Ryoko lui demande qui elle est, Carole dit qu'elle est une ninja américaine et que son organisation appelée The Agency a créé un satellite pour le surveiller mais qu'il ne fonctionne pas ici. D'autre part, Tomo conduit à peine le jeep à travers les montagnes rocheuses tandis que Yoji dort. Il rêve du moment où Asaka a signé pour la première fois un contrat avec l'Institut et elle a lu qu'elle pouvait aussi mourir au travail. Elle voulait partir, mais l'intervieweur nommé Yukio l'a supplié de rester et lui a dit qu'il travaillait pour l'amélioration de la société. En lui faisant visiter les lieux, Yukio lui a parlé du terme Alpha Omega, qui était le nom de code du sujet de test dont elle était chargée de s'occuper. Il lui a ensuite dit que le sujet de test pouvait mettre fin à la vie de quiconque à volonté et Asaka a été immédiatement terrifiée car elle pensait qu'elle allait rencontrer un monstre. Lorsqu'elle a demandé pourquoi elle avait été choisie, Yukio lui a dit que, puisqu'elle est une enseignante impressionnante, l'organisation voulait qu'elle fournisse une éducation pour empêcher le sujet de test d'anéantir toutes les formes de vie sur Terre. Finalement, il l'a emmenée à un coffre-fort et lui a remis un manuel d'instructions avant de la laisser. Asaka a utilisé sa carte pour ouvrir le coffre-fort et est entrée dans un environnement factice, avec une maison de style japonais au milieu. S'attendant à trouver un monstre à l'intérieur, elle est entrée prudemment et a fait glisser la porte pour voir un jeune Yogiri assis seul. Elle s'est immédiatement précipitée, furieuse que l'Institut ait enfermé un garçon, alors elle l'a jeté dehors et lui a dit d'aller toucher de l'herbe. Yogiri était confus, mais il remarqua alors un monstre de l'ombre se cachant derrière Asaka et l'élimina avec ses pouvoirs. Lorsqu'elle demanda pourquoi il y avait des monstres ici, Yogiri lui dit qu'il venait souvent ici pour le tuer. Alors qu'elle se présentait au garçon, Yogiri lui dit qu'il avait faim, alors elle décida de lui préparer à manger. En mangeant, elle lui demanda comment sa mère l'appelait, mais Yogiri ne savait même pas ce qu'était une mère. Asaka a alors demandé si elle pouvait lui donner un nom et quand il a accepté, elle lui a donné le nom Yogiri. Quand Yogiri a demandé s'il pouvait prendre son nom de famille, elle a réalisé qu'il devait la voir comme une famille, alors elle a accepté. Elle lui a ensuite appris comment saluer les autres et c'est ainsi qu'elle est devenue une figure maternelle dans sa vie. À présent, Tomo le réveille et lui dit qu'ils ne peuvent pas avancer car il y a un rocher sur le chemin. Yogiri dit qu'il veut retourner dans son monde d'origine et pour cela, il doit rencontrer Shion qui est dans la capitale. Cependant, comme la route est bloquée, ils décident de prendre un autre chemin et de reculer, seulement pour remarquer un dragon derrière eux. Tomo est paniqué, mais lorsque le dragon les attaque, Yogiri le fait tomber mort de la falaise en lui rappelant qu'ils ont une protection scénaristique. C'est alors qu'elle remarque une horde entière de dragons se dirigeant vers eux, et lorsqu'ils volent pour attaquer, Yogiri les envoie tous au paradis. Cependant, il admet aussi qu'ils sont en faute pour être entrés sur le territoire du dragon. Juste à ce moment-là, un dragon doré géant apparaît, et Tomo pense qu'ils sont fichus. Cependant, Yogiri réalise que le dragon n'a pas de mauvaises intentions envers eux, et peu de temps après, il dit qu'ils peuvent passer avant de s'envoler. Cependant, Yogiri lui dit d'arrêter, ou il subira le même sort que les autres. Le dragon prend alors la forme d'une fille nommée Etela, et elle est terrifiée à l'idée d'être éliminée. Yogiri demande pourquoi elle les a attaqués. Et elle dit qu'elle voulait voir s'ils sont qualifiés pour rencontrer le maître d'épée. Yogiri dit qu'ils ne connaissent aucun maître d'épée et se dirige vers la capitale royale. Cependant, lorsqu'elle dit que le maître d'épée est un rival des sages, Yogiri décide de lui rendre visite pour voir s'il a des informations sur comment ils peuvent rentrer. Etela les guide à travers la forêt et les emmène vers une foule d'épéistes, tous visant à devenir le prochain maître. Un gars leur dit de déguerpir parce qu'ils ne sont pas dignes, mais le maître d'épée Urab apparaît et dit aux autres de se battre entre eux jusqu'à ce qu'ils leur disent d'arrêter. Ils doivent réduire leur nombre d'au moins la moitié dans les 10 prochaines minutes ou tous échoueront le test. Yogiri n'est pas intéressé et demande s'il peut partir. Alors, Uribe crée une nouvelle règle selon laquelle si quelqu'un s'échappe, les autres échoueront.
Alors que la bataille commence, les gens commencent à s'attaquer et un chevalier blond nommé Rix se lève pour protéger Yogiri et Tomo. Il croit qu'un vrai maître d'épée protège les innocents. Et pendant son discours, Yogiri remarque quelques mages essayant de l'éliminer. Il utilise ses pouvoirs pour les abattre et le chevalier suppose qu'Uribe les a punis pour leur insolence. Juste à ce moment-là, un garçon nommé Lionel commence à ramper vers Tomo et la supplie de lui donner la pierre arc-en-ciel à ses pieds. Une fois qu'elle le fait, le corps du garçon est restauré et Uribe demande alors aux autres d'arrêter et de venir avec lui. En chemin, Atala explique qu'ils peuvent devenir un chevalier divin en réussissant leurs épreuves. Un chevalier divin est une figure qui veille sur un dieu sombre, qui a été scellé par le roi divin il y a 1000 ans. Tomo demande alors à Lionel ce qu'était cette pierre plus tôt, et il dit que c'était une pierre d'excuse qu'il a reçue pour avoir un destin si terrible. La dernière fois, il a été sacrifié à un culte, alors une déesse est apparue, et lui a donné une pierre qu'il peut utiliser pour guérir ou invoquer un objet porte-bonheur. Peu après, ils traversent une barrière qui les emmène vers de vastes plaines avec une tour immensément grande au centre. Dès qu'ils entrent, Momo ressent une aura terrible et protège Tomo de celle-ci. Yogiri et Rick semblent aller bien, mais Lionel commence à vomir, alors il doit utiliser sa pierre d'excuse pour se soigner. Après la disparition de l'aura, il remarque qu'Alita n'est pas avec eux, et Rick révèle qu'elle a dû être arrêtée par la barrière. Les combattants restants se dirigent alors vers la tour géante et prennent un ascenseur jusqu'au sommet où Uribe leur montre ce qu'il appelle la fin du monde. Tomo utilise ses yeux perçants pour voir un homme en noir et une femme en blanc au centre d'une gigantesque boule d'énergie. Ils semblent tous les deux figés au même endroit et une épée les traverse tous les deux. Uribe leur dit que le temps passe beaucoup plus lentement dans la barrière et qu'il faudra 1000 ans avant qu'une attaque ne touche ceux à l'intérieur. Les participants apprennent ensuite qu'ils doivent atteindre le bas de cette tour en une journée pour réussir le prochain test. Mais Tomo pense que ce sera facile si Yogiri utilise simplement ses pouvoirs sur le dieu sombre. Cependant, il n'a pas de raison de lui faire du mal, donc ce plan tombe à l'eau. Elle remarque alors que Yogiri agit un peu bizarrement et il lui chuchote quelque chose à l'oreille qui la fait paniquer. Yogiri suggère ensuite qu'ils partent immédiatement, mais une mage nommée Frederica arrête Lionel et lui dit de lui donner une de ses pierres arc-en-ciel. Cependant, quand il dit qu'elle ne fonctionne que sur lui, elle se fâche et part en crachant des absurdités comme une Karen. Rick les informe alors que la tour est remplie de pièges, donc ils doivent avancer prudemment. Mais Lionel tombe immédiatement dans l'un d'eux. Il décide alors d'en attacher un à sa main au cas où il recommencerait, et il entre dans une pièce pleine de pièges juste après. Alors que Rick entre, il voit une chevalière nommée Teresa éliminer tous ceux qui passent la porte. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle participe alors qu'elle est déjà chevalière, elle répond que son titre de chevalière lui a été retiré parce qu'elle a été surprise à regarder trop de vidéos de jeux. Alors maintenant, elle essaie à nouveau. Avant que Rick ne la combatte, Tom l'avertit d'un fil super fin tendu à travers la pièce. Puisque son secret est dévoilé, Teresa se donne à fond, à tel point que même quelqu'un d'aussi fort que Rick a du mal à tenir le coup. Et dans le chaos, Yogiri claque des doigts et l'achève en un instant. Ensuite, il aperçoit la main amputée de Lionel avec un cristal dedans, et Tomo trouve son autre moitié haletant de douleur. Plus tard, les quatre arrivent à un étage sûr. Alors Yogiri suggère qu'ils se séparent à partir d'ici. Rick accepte de partir de son côté, et Lionel décide de passer la nuit ici, parce que ses pierres magiques se rechargent après minuit. Yogiri décide de se reposer aussi, mais ils apprennent qu'il n'y a qu'une seule chambre disponible. Une fois à l'intérieur, Tomo lui dit de garder son Johnny à distance parce que Momo regarde. Mais Momo dit qu'elle peut se cacher dans les murs s'ils veulent applaudir. Pendant qu'il parle, Yogiri enfile son costume de chevalier et s'endort en quelques secondes, laissant Tomo rougir. Pendant ce temps, Lionel reçoit 100 pierres arc-en-ciel à cause de tout ce qu'il a affronté aujourd'hui et apprend également qu'il peut échanger ses pierres contre un objet ultra rare. Lorsqu'il active l'échange, une blonde étrange avec des melons monstrueux apparaît et il réalise que cette nana est Vanadis, la même déesse qu'il a envoyée dans ce monde avec les pierres d'excuse. Lionel s'attend à un traitement spécial, mais la déesse dit qu'elle est seulement venue pour l'informer qu'elle a mis à jour son point de réapparition, ce qui signifie qu'il apparaîtra ici à chaque fois qu'il mourra. Après son départ, Uribe apprend que le nombre de morts dans la tour ne correspond pas au nombre d'âmes dans la tour, et Uribe lui dit de ne pas s'inquiéter car la barrière éliminera de toute façon les âmes supplémentaires. Il apprend également qu'il doit rassembler les âmes des défunts pour maintenir la barrière. Ailleurs, une assassine nommée Aiwi court à travers les champs lorsqu'elle est attaquée par un homme. Elle utilise son œil magique pour découvrir que sa cible est Rikuto. Mais même avant d'écouter ce qu'elle a à dire, il commence à l'attaquer à nouveau. Cependant, Aiwi annule facilement sa magie, le poussant à recourir à une épée. Avant qu'il ne frappe, Aiwi se déplace derrière lui et l'achève avec son poignard. Juste à ce moment-là, elle reçoit des informations sur ses prochaines cibles, qui se trouvent être Yogiri et Tomo. Agacée de devoir s'occuper de candidats sages, elle passe à sa prochaine mission. Mais pas avant qu'un idiot ne vienne en courant après elle. Il se présente comme Diamond, révélant qu'il est un guérisseur qui a été asservi par Yogiri avant que Rikuto ne le libère.
Cependant, puisque Rikuto est maintenant mort, il veut qu'Ayui l'accepte comme serviteur. Le lendemain, Tomo se réveille pour trouver Yogiri endormi, le visage enfoui dans ses pompons. Après l'avoir repoussé, elle remarque que Momo est à moitié coincée dans le mur, et Momo explique qu'elle voulait leur donner un peu d'intimité. Cependant, elle est devenue curieuse et a commencé à espionner, et maintenant elle est à moitié coincée dans le mur. Elle explique aussi que la tour rassemble les âmes de tous ceux qui sont morts dans cette tour, et qu'il y a beaucoup d'aspirations dans les murs. Alors que Momo devient plus absorbée, Yogiri se réveille et remonte la magie jusqu'à son lanceur, lui permettant d'arrêter le lanceur et de libérer Momo. Tandis que Momo se demande pourquoi il rassemble des âmes, Yogiri dit à Tomo de se renforcer car il éliminera tous ceux qui se dressent sur leur chemin. Il explique aussi qu'il évite généralement les victimes, mais que tout le monde ici est prêt à prendre leur vie, donc il ne se retiendra pas à partir de maintenant. Tomo lui dit qu'elle a déjà des nerfs d'acier et qu'ils sont ensemble dans cette aventure. Et pour une raison quelconque, cela fait ressentir à Yogiri une étrange sensation dans son petit Johnny. Voulant cacher ses rougeurs, il se retourne et dit à Tomo de commander de la nourriture, ou il pourrait finir par dévorer son cookie. Pendant ce temps, Aoi est en route vers Hansusuba. Juste à ce moment-là, un autre dragon doré les attaque, mais Aoi dit simplement qu'un dragon de cette taille ne devrait pas pouvoir voler, ce qui le fait tomber. Elle révèle ensuite que sa capacité lui permet de changer n'importe quel phénomène naturel comme elle le souhaite. Demon dit que c'est comme jouer à Minecraft avec des blocs de commande, mais elle révèle que son pouvoir devient inutile contre ceux qui ont des statistiques de chance élevées. Le dragon grimpe la montagne pour les attaquer à nouveau, mais quelque chose le coupe en deux, et Aoi le reconnaît comme l'agresseur. Hérisson. Après avoir recueilli des informations, le hérisson s'envole, mais Aoi remarque qu'il se dirige vers une grande tour. Elle pense qu'elle trouvera Yogiri là-bas, mais Demon ne veut pas le revoir, ce qui la pousse à traîner ses joues dodues à travers les montagnes. Pendant ce temps, Yogiri et Tomo traversent les pièges en utilisant ses capacités de mort instantanée, seulement pour tomber sur un sorcier en armure dorée nommé Iglesia, qui se trouve être le créateur de cette tour. Yogiri dit qu'il veut juste partir, mais l'homme répond que c'est impossible, car cette tour a été construite dans le seul but de récolter des âmes et de les utiliser pour maintenir le sceau qui contient le dieu sombre. Yogiri promet de ne plus détruire de pièges s'il les laisse sortir, mais Iglesia le juge trop dangereux et décide de l'éliminer. Avant qu'il ne puisse dire un mot, Yogiri le tue et dit à Tomo de continuer. Pendant ce temps, Rick marque 100 points et atteint un mur de feu où Frederica aide Lionel à marquer des points également. Une fois qu'il obtient suffisamment de points, le mur de feu tombe et Rick remarque que Lionel est maintenant bien équipé pour se battre. D'autre part, Yogiri et Tomo atteignent un colisée où deux épéistes s'affrontent, tandis qu'un gros bonnet les observe depuis son trône, instruisant les femmes de son côté d'augmenter le niveau. L'homme s'appelle Masaki et il garde la sortie. Il dit alors à l'autre combattante d'arrêter de cacher son véritable pouvoir. Alors elle abandonne son déguisement et révèle qu'elle est une demi-démone nommée Théodisia. Alors que le combat reprend, Yogiri interrompt et demande s'ils le laisseront passer sans problème. Cependant, Masaki propose un duel. S'il peut battre ses filles Shiro, Geralda et Imma, il les laissera partir indemnes. Masaki ordonne à ses filles d'éliminer Yogiri, mais il les tue instantanément, le laissant sous le choc. Yogiri et Tomo passent alors tranquillement devant lui vers la porte, et lorsque Masaki tente de les attaquer par surprise, Yogiri l'élimine aussi. Voyant la force de Yogiri en action, Théodisia s'incline devant lui et demande s'il pourrait l'aider avec quelque chose. Elle révèle qu'elle cherche sa sœur cadette et le duo accepte de l'aider à la chercher. Yogiri demande si elle a des indices et elle dit qu'elle peut sentir la présence de son peuple sous terre. En arrivant au dernier étage, Uribe note que 17 guerriers ont réussi l'épreuve. Mais avant qu'il ne puisse s'adresser aux guerriers, son assistant arrive et lui dit que la première barrière est sur le point de tomber et que la deuxième est également instable. Ensuite, la tour est détruite et tout le monde voit la première barrière tomber sous leurs yeux. Un garçon avec des ailes fait son apparition et Uribe demande à tout le monde de l'attaquer. Au milieu du chaos, Yogiri, Tomo et Théodisia se faufilent sous terre pour chercher la sœur de Théodisia. Le garçon demande à Uribe comment détruire la deuxième barrière, mais lorsqu'il refuse de parler, il commence à éliminer les mages à tour de rôle. Frederica le frappe avec son attaque la plus puissante, mais le garçon l'absorbe facilement. Un autre garçon apparaît et lui dit qu'elle n'est pas encore assez forte pour les battre. Il se présente alors comme Lutte et le garçon ailé s'appelle Orgain. Lorsque Frederica attaque à nouveau, Lutte attrape son bâton et le transforme en bonbon. Rick tente sa chance avec Lutte, mais aucune de ses attaques ne touche. C'est alors que Lionel reçoit une notification concernant un objet spécial. Alors il décide de tenter sa chance avec toutes ses pierres magiques. Vanessa, la déesse des Mummy Milkers, apparaît à nouveau et contrairement à la dernière fois, elle décide de s'occuper du problème. Cependant, Orgain s'incline devant Vahendai par pur respect, tandis que Lutte se jette carrément dans ses bras. Confus, Lionel lui demande ce qui se passe pour apprendre qu'elle est, la meilleure amie de Lutte et Orgain. Pendant ce temps, Yogiri et les filles descendent les escaliers, mais les marches semblent bouclées à l'infini.
Momo pense qu'il doit y avoir une barrière qui altère le chemin, ce qui signifie qu'il cairn quelque chose. Juste à ce moment-là, Théodisia sent des traces magiques faibles de son peuple. Alors, quand Momo demande à Yogiri de détruire la barrière, juste à ce moment-là, la barrière disparaît au hasard et s'ouvre comme un nouveau chemin vers le bas. Tomo s'accroche rapidement à Yogiri, terrifiée parce qu'elle sent un monstre traverser son corps. Pendant ce temps, Théodisia trouve une porte en bas et lorsqu'elle entre, elle découvre plusieurs capsules où les âmes de son peuple sont récoltées pour maintenir la barrière. Voyant l'horreur sur son visage, Yogiri dit à Tomo de rester dehors parce qu'elle n'a pas le cœur de voir ça. Théodisia dit alors à Yogiri que sa sœur n'est pas ici, mais voir son peuple dans cet état lui causera un traumatisme dont elle ne se remettra pas avant des années. Finalement, Théodisia décide de mettre fin à leur souffrance, après quoi elle jure de mettre fin au maître d'épée pour venger son peuple. À la surface, Uribe dit à Rick qu'au cas où il mourrait, il devrait prendre sa place en tant que nouveau maître d'épée. Il conseille à Rick d'utiliser le pouvoir stocké dans la tour et de le canaliser dans son épée. Lionel se sent comme une déception dans ce cas, mais il sait qu'il réapparaîtra à la tour s'il meurt. Il demande alors une explication à Vanessa, qui révèle que le dieu sombre Alba Garma est son amant parti en mission et jamais revenu, comme ton père. Elle a ensuite appris qu'il avait été scellé dans cette tour et elle est venue le libérer. Puisque Lionel a une terrible chance, elle pensait que cela aiderait à enlever la barrière, et son plan semblait fonctionner. Lutte l'informe alors que la deuxième barrière est sur le point de tomber également, et Vanessa est bouleversée lorsqu'elle apprend que le créateur de la barrière est aussi mort. De plus, Masaki, qui était une grande menace pour le dieu sombre, est également mort, ce qui signifie que personne ne peut empêcher Vanessa de ressusciter son bien-aimé. Elle sort alors le cœur de la barrière, mais avant qu'elle ne le détruise, Yogiri et les autres atteignent la surface. Après que le seau soit brisé, Vanessa se prépare pour une séance de plomberie, mais le dieu sombre tombe immédiatement dans la rivière en contrebas, laissant tout le monde sous le choc. Il s'avère que Yogiri a senti son aura maléfique avant que le test ne commence et l'a accidentellement éliminé, et c'est ce qu'il a chuchoté à l'oreille de Tomo. La seconde suivante, Théodisia tranche la gorge d'Uribe, et avant que quiconque puisse réagir, le hérisson agresseur revient et exécute Vanessa. Lutte se précipite rapidement pour la soigner, et il parvient effectivement à la ramener. Entre-temps, Orgun sort le dieu sombre Alba Garma de la rivière, mais comme il ne réagit pas, il décide de lui offrir des sacrifices humains pour le ranimer. Une horde de démons apparaît juste après, mais Yogiri utilise sa compétence de mort instantanée sur Orgun, éliminant toute la horde d'un coup. Pendant ce temps, Vanessa a complètement perdu la tête et attaque tout le monde à gauche et à droite. Juste à ce moment-là, Aoi et Daemon arrivent à la tour, marchant nonchalamment à travers les explosions jusqu'à ce qu'elle atteigne le roi divin et les autres. Elle leur demande s'ils savent quelque chose sur Yogiri, mais elle remarque que ce n'est pas le meilleur moment. Elle voit aussi que Rick est déjà devenu un maître d'épée, alors elle lui conseille d'utiliser son épée sacrée car elle peut tuer Vanessa. Après sa mort, la poussière retombe et Aoi voit enfin Yogiri avec ses deux cheats. Elle utilise son noix d'évaluation pour vérifier ses niveaux de puissance, mais son système se dérègle et elle tombe à genoux. Tout ce qu'elle voit dans son profil est une fin à toutes les lignes temporelles, et cela lui cause tant d'horreur qu'elle en devient nauséeuse. Elle réalise qu'elle ne peut pas blesser Yogiri, alors elle dit qu'elle est venue ici seulement pour qu'il puisse retrouver son camarade de classe, Daemon. Quand Yogiri dit qu'il ne veut pas d'une balle rebondissante avec des jambes dans son équipe, elle s'excuse et s'enfuit immédiatement. Yogiri demande alors à Daemon ce qui est arrivé à son collier et il dit que son effet était seulement temporaire. Après que tout se soit calmé, les survivants se rassemblent en un seul endroit. Rick demande à Théodisia pourquoi elle a exécuté Uribe. Elle dit qu'elle a simplement vengé son peuple, mais Rick veut toujours la punir pour ce qu'elle a fait. C'est alors que Yogiri intervient et propose de montrer à Rick ce qu'il y a dans le sous-sol. Rick pense que Yogiri ne devrait pas s'en mêler parce qu'il est faible, mais la divine reine elle-même se porte garante pour lui, disant que Yogiri est la raison pour laquelle ils sont tous en vie en ce moment. Ensuite, Théodisia dit qu'elle va chercher sa sœur, Euthemia, qui était une servante loyale de Line. Ensuite, Yogiri et Tomo partent pour la capitale, et Rick leur donne un pendentif qui les aidera en cas de problème. Avec cela, tout le monde part de son côté, laissant Daemon derrière. Et Shion apprend qu'Aoi a disparu et a échoué dans sa mission de tuer Yogiri. Pour obtenir plus d'informations sur lui, elle invoque quelqu'un du monde de Yogiri, et l'homme se trouve être un scientifique de l'Institut. Dès qu'il arrive, Yogiri détecte sa présence et utilise sa magie pour le faire exploser, laissant Shion sous le choc. Pendant ce temps, à l'intérieur du bus attaqué par le dragon, une étudiante nommée Ayaka, qui avait été tuée auparavant, se réveille et entend plusieurs intelligences artificielles parler en termes informatiques. En entendant leur conversation, elle réalise qu'elle est morte et a été ressuscitée par elle en tant que robot.
Elle apprend également qu'elle a besoin d'une source d'énergie massive dans les 30 minutes, sinon elle mourra à nouveau, alors elle sort du bus et commence à dévorer le dragon pour restaurer complètement son corps. D'autre part, Yogiri rêve du moment où Hisaka lui a préparé un vrai repas, mais elle ne savait pas par où commencer. Quand il s'est plaint, elle lui a dit de l'avaler et de faire semblant que c'était bon, ce que ta mère fait le samedi soir. Plus tard, elle a décidé de lui donner une éducation précoce, mais a été rapidement interrompue par un androïde humanoïde venu livrer des courses. Hisaka lui a demandé d'apporter d'autres choses pour sa propre commodité, et le robot a accepté de le faire. Un mois plus tard, Ukyo était impressionné par ses progrès, mais quand elle a demandé de l'aide, il a refusé car personne ne voulait prendre ce travail. Elle ne voulait pas rester enfermée avec Yogiri pendant des semaines, alors elle a exigé une sortie. Mais quand Ukyo lui a remis ce gros chèque, elle était assez tentée. Elle a ensuite argumenté qu'elle ne pouvait même pas utiliser cet argent, mais Ukyo lui a dit qu'elle pouvait sortir quand elle le voulait, ce dont elle n'était pas au courant. Elle a ensuite demandé qui cuisinerait pour Yogiri en son absence, et Ukyo l'a informé que les robots avaient cuisiné pour lui avant son arrivée. En entendant cela, Hisaka est partie en ville et après beaucoup de shopping, elle a passé la nuit dans un hôtel de luxe. Cependant, elle s'est réveillée plus tard en captivité et une voix lui a parlé par l'interphone. De retour dans le coffre, Yogiri a appris qu'Hisaka était en vacances, ce qui l'a rendu un peu triste. Cependant, elle avait demandé au robot de lui apporter un chien, qu'il a nommé Nekori. Finalement, il a décidé de la chercher et a demandé au robot comment trouver Hisaka, et elle lui a dit qu'il devait ouvrir la porte de l'extérieur. Yogiri a alors demandé aux opérateurs d'ouvrir la porte, et quand ils ont refusé, il les a fait tomber morts. L'une d'elles était tellement terrifiée à l'idée de mourir qu'elle a accepté d'ouvrir la porte, et Yogiri est sorti tranquillement, demandant à Ukyo des nouvelles d'Hisaka. Il lui a dit qu'elle était partie en vacances et qu'elle ne reviendrait peut-être jamais parce qu'elle avait été prise par l'agence. Yogiri a demandé à Ukyo pourquoi il ne l'aidait pas, et quand il a dit qu'il était impuissant face au supérieur, Yogiri a décidé de l'aider lui-même. Peu de temps après, Yogiri a pénétré dans l'agence, laissant des corps à gauche et à droite alors qu'une alerte maximale retentissait. Des forces spéciales lui avaient tendu un piège, mais il a senti leur intention meurtrière et les a éliminés en un instant. Alors qu'Hisaka entendait leurs cris à l'extérieur, une femme est entrée et l'a tenue en joue. C'est alors que Yogiri est entré dans la pièce et lorsque la femme a menacé de tirer, Yogiri l'a abattue et a couru vers Agasaki. Il lui a alors demandé de rentrer chez elle avec lui, et quand elle est sortie de la pièce, elle a été horrifiée de voir des dizaines de soldats morts. Malgré cela, elle a serré la main de Yogiri, ce qui l'a assuré qu'elle ne le quitterait pas. Peu après, ils sont retournés au coffre-fort, où Hisaka a demandé à Ukyo ce qu'il ferait à Yogiri après avoir vu de quoi il était capable. Il lui a dit qu'il n'y a rien qu'il puisse te faire, alors ils laisseront passer. Et elle ne peut pas quitter Yogiri maintenant parce qu'il ne pourra pas vivre sans elle. Hisaka a accepté de continuer avec le garçon pour l'instant, sachant qu'il bouleverserait le monde si quelque chose lui arrivait. Elle est ensuite retournée vers Yogiri pour jouer avec lui, mais a paniqué parce qu'elle avait oublié son sac Gotsi Hans, ce qui a fait rire le gars. Actuellement, Tomo regarde Yogiri dormir dans leur Jeep et elle se sent attirée par lui. Alors qu'elle discute de ses sentiments avec Momo, Yogiri se réveille enfin et ils arrivent bientôt à la capitale royale où Momo révèle qu'ils sont entourés. Peu après, le chef de la sécurité, Torques, apparaît avec des dizaines de gardes et reconnaît que leur Jeep appartient au corps des immortels. Yogiri l'informe qu'il l'a obtenu du maire Ryota, mais Torques reste sceptique et décide de les évaluer. Il réalise qu'ils sont des candidats sages et divins, mais même cela ne dissipe pas ses doutes. Cependant, dès que Yogiri leur montre le pendentif que Rick leur a donné, ils s'inclinent tous, expliquant que cette amulette est gravée du blason de la famille royale. Juste à ce moment-là, David, le plus jeune de la famille royale, leur demande de montrer leurs épées divines qu'ils ont reçues du maître d'épée. Quand Yogiri dit qu'il n'a pas reçu d'épée, David lui demande de prouver ses compétences dans un combat à l'épée. Momo et Yogiri convainquent Tomo de se battre en duel avec David, promettant qu'ils la protégeront si les choses dégénèrent. Peu après, le duel commence, et Tomo commence à agiter son couteau devant le visage de David, ce qui le déstabilise. Elle lance alors son couteau en l'air, se précipite rapidement derrière lui et le frappe d'un seul coup dans le dos. Après avoir gagné le duel, Tomo et Yogiri sont autorisés à entrer dans le château, et David leur dit que les murs sont protégés par un sortilège placé par le grand sorcier Iglesia. Il leur propose ensuite de leur faire visiter la capitale, et le duo remarque que toute la ville est remplie de guerriers. David révèle que ces gars viennent ici pour défier le monde souterrain, un endroit sous la capitale où un dieu sombre est scellé. Yogiri lui dit alors de les laisser, et après son départ, il dit à Tomo qu'ils rencontreront bientôt leurs camarades de classe. Tomo s'inquiète de la façon dont ils vont tout leur expliquer, et Yogiri lui demande si elle est prête à leur pardonner en premier lieu. Peu après, ils s'assoient à une cérémonie de bienvenue avec le reste de leurs camarades de classe, où le roi de Maini s'adresse à eux. Lorsqu'un étudiant essaie de le déjouer, le roi lui tranche les doigts pour faire passer le message qu'il ne plaisante pas.
Pendant ce temps, Shin trouve Aoi cachée dans un autre plan, et lorsqu'elle essaie de l'approcher, elle remarque qu'Aoi tremble de peur rien qu'en rencontrant Yogiri. Pendant ce temps, Lute demande à Diamond de lui donner des informations sur Yogiri, mais le gros sait qu'il est aussi bon que mort s'il lui dit quoi que ce soit. Lute comprend que Yogiri a le pouvoir de mettre fin à la vie de n'importe qui, simplement en le souhaitant, mais il a quelqu'un qui pourrait être capable de le contrer. Il sort une clé de son manteau, révélant qu'elle a une clé pour un sceau qui contient la sœur cadette d'Albagarma. Elle était trop bizarre à son goût, alors il l'a scellée il y a longtemps, mais maintenant elle peut s'avérer utile pour abattre Yogiri. Diamond réalise qu'il est aussi inutile qu'Armin lors de la chute de Shiganshina, mais Lute a encore besoin de lui pour trouver Yogiri, alors il l'entraîne avec lui. De retour dans la capitale royale, le roi de Maina dit aux candidats sages qu'ils doivent traverser le monde souterrain et vaincre le dieu sombre. Il leur dit qu'ils recevront une base pour se préparer avant de partir. Ensuite, leur camarade de classe se tourne vers Tomo, se demandant comment elle a survécu si longtemps sans aucune capacité. Tomo leur dit désespérément de remarquer Yogiri aussi, mais le frère est un personnage secondaire dans son propre anime. Pendant ce temps, le roi divin retourne en ville et est accueilli par Oliris, l'archevêque de l'église. Il l'emmène dans son bureau et demande ce qui est arrivé au dieu sombre, et elle dit qu'il est mort. Oliris demande alors si elle s'est occupée de la clé de scellement, à quoi elle répond qu'elle n'en a aucune idée. Il sort une clé étrange qui agit comme sa kryptonite. De retour au palais, le duo rencontre Yasaki, qui ne ressent toujours aucun remords de les avoir utilisés comme appât. Pendant que Tomo est occupé à le gronder, une méchante aux cheveux roses nommée Sora les rejoint et dit calmement qu'elle ne peut pas leur faire confiance parce que, puisqu'ils ont été laissés pour morts, ils pourraient être revenus pour se venger. C'est alors qu'il réalise que bien que Yasaki soit le leader sur le papier, c'est Sora qui tire les ficelles en coulisses. Plus tard, Yogiri rencontre deux idiots, Yukimasa et Yu-Gi-Oh, qui essayent d'être amicaux avec lui. Peu après, un garçon émo déprimé, Fukai, entre dans la pièce et demande à Yogiri s'ils peuvent parler. Il révèle que sa classe est dieu de la mort, ce qui lui permet de tuer instantanément n'importe qui, donc Yogiri n'a pas à porter le fardeau seul. Il révèle aussi qu'il a été engagé pour le surveiller dans leur monde précédent, mais qu'il n'était pas autorisé à le voir. Fukai retire alors son propre globe oculaire et le place sur la table, révélant qu'il peut détecter le surnaturel, mais il a perdu ce pouvoir en venant dans ce monde. Il laisse l'œil sur la table avant de quitter la pièce, et Yukimasa et Yu-Gi-Oh sont tous les deux effrayés. Pendant ce temps, Tomo traîne avec les filles qui la mettent au courant des capacités de chacun. Ushio peut arrêter le temps. Munakata a une vision au rayon X, et Yadadi a des tentacules. Mais toutes leurs capacités ont été scellées par Sora. Juste à ce moment-là, Ryoko arrive et lui demande de l'emmener à Yogiri. Peu après, elle et Carole rencontrent Yogiri à l'extérieur, et Ryoko se met à genoux, s'excusant pour tout ce qu'elle aurait pu lui faire. Elle explique qu'elle veut être dans ses bonnes grâces au cas où il déciderait de conquérir le monde. Mais Yogiri la trouve agaçante. Carole révèle alors qu'elle vient de l'agence, tandis que Ryoko vient de l'institut, et Fukai, qu'il a rencontré plus tôt, appartient au culte. Tous les trois ont été chargés de le surveiller, ce qui surprend un peu Yogiri. Carole demande alors à Tomo si Yogiri a déjà pris sa virginité, ce qui la fait paniquer. Quand Yogiri demande pourquoi Sora prend les décisions, ils lui disent qu'elle a une compétence appelée vœu, qui désactive les capacités des autres personnes. Elle a désactivé les capacités de Yasaki en tant que leader, puis a utilisé ses charmes pour que tout le monde la suive. Si quelqu'un rompt le vœu avec elle, il meurt directement, c'est pourquoi elle est dangereuse. Yogiri révèle alors qu'il veut voir Shihan pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Mais comme il pourrait avoir besoin de l'aide des autres, il suggère de former une alliance temporaire. Un peu plus tard, alors que les filles se rassemblent pour leur mission, Rick se présente pour être leur guide. Pendant ce temps, l'équipe des garçons se trouve dans un tunnel étrange et David les rejoint parce que son sang royal a la capacité de sceller des choses. Alors que les deux groupes rencontrent leur premier ennemi, Tomo et Yogiri prennent le premier contact et prouvent leur valeur à leurs équipes respectives. En attendant, Damon erre dans la capitale avec Lute, qui est maintenant habillée en femme. Ignorant ses cris, Lute lui dit que la sœur de son maître est scellée sous la capitale, mais il ne sait pas où se trouve l'entrée du monde souterrain. Elle veut recueillir plus d'informations, et Damon suggère qu'ils aillent dans une taverne. Pendant ce temps, Euphemia erre autour des faubourgs de la ville. Lorsqu'elle tombe sur la copie plus jeune de Lane, elle la reconnaît immédiatement et s'agenouille, se présentant comme une servante. La fille veut aussi se présenter, mais comme elle n'a pas de nom, elle se nomme Grizzly sur le champ. Plus tard, Diamond et Lute visitent la taverne et apprennent de la serveuse que les candidats sages pillent le monde souterrain et sont déjà au niveau 5. À proximité, ils voient Ushio et ses amis se plaindre que Yogiri arrive à la dernière minute et vole tous les méchants. Juste à ce moment-là, Ayaka, qui a récemment été ressuscitée dans le bus, arrive et commence à frapper Ushio. Elle le frappe au point qu'Ushio meurt et elle déclare qu'elle mettra fin à un de ses camarades de classe chaque jour comme punition pour l'avoir utilisé comme appât. Alors que tout le monde sort de la taverne, Shihan apparaît et se présente à Lute et Damon. Elle leur dit que Yogiri a la capacité de détecter l'intention meurtrière. C'est pourquoi il est préférable de s'en débarrasser dès que possible.
Lutte jure de l'éliminer, mais elle pense qu'un simple subalterne d'un dieu sombre ne peut pas faire grand-chose. Xian leur donne alors un indice sur la façon d'entrer dans le monde souterrain avant de partir. Pendant ce temps, alors que Xian reçoit une mise à jour sur la performance du sage dans le monde souterrain, un autre candidat, Haruto, entre dans la pièce et demande à Xian de prolonger le délai. Xian accepte sa demande, mais en échange, elle lui demande de se débarrasser de Yogiri. Pendant ce temps, Ayaka se détend sur le balcon quand quelqu'un commence à lui lancer des pierres. Elle repère le coupable sur un toit voisin. Elle la reconnaît comme Reona, une candidate sage experte en combat à main nue. Sans aucun effort, Ayaka lui coupe le bras, mais avant de pouvoir l'achever, son assistant vocal révèle que la compétence de Reona a été supprimée par le sceau de la famille royale. Ayaka la laisse alors partir parce qu'elle veut se battre contre elle quand elles seront toutes deux à pleine puissance. Pendant ce temps, Lutte traîne Diamond jusqu'à la première couche des enfers, et pendant qu'ils discutent de leur prochaine destination, Lutte repère un méchant rodent autour. Elle dit qu'elle a senti l'odeur d'Alba Garma sur Lutte, et c'est pourquoi elle est venue en courant. Daemon demande à Lutte qui est cette femme, et elle lui dit que c'est le dieu sombre Mana pour lequel ils sont venus ici. Peu après, le chef de la guilde des assassins, Ryosuke, reçoit une lettre l'informant que sa prochaine cible est Yogiri. À l'hôtel, Tomo reproche à Yogiri de se relâcher, mais il révèle qu'il s'entraîne à limiter ses pouvoirs pour que ses attaques deviennent non létales. De plus, il est sorti en ville pour essayer des plats, mais il a eu l'impression que quelqu'un le visait, alors il veut l'aide de Tomo. Dans les tunnels, Mana leur dit que son frère l'a scellée, mais qu'elle l'aime beaucoup malgré tout. Daemon lui demande comment elle peut se déplacer avec un seau, et Mana révèle qu'elle a réussi à briser le seau. Lutte propose alors à Mana la clé de son seau, ce qui améliore son humeur, et elle leur demande de la suivre. Elle les emmène dans un monde fantastique qu'elle a construit, où elle a beaucoup d'Alabama Children avec Alba Garma. Pendant ce temps, Ayaka pénètre dans les chambres du roi, déclarant que son scellement de dons lui cause beaucoup de problèmes. Le roi essaie de se battre contre elle, mais elle le transforme facilement en barbecue, mettant fin à sa vie. Elle se rend ensuite à l'hôpital où Reona est soignée, et elle lui dit qu'elle a éliminé le roi pour qu'elle puisse se battre à armes égales maintenant. Son bras est déjà réattaché, alors elle ne perd pas de temps et bondit sur Ayaka. Elle prend d'abord l'avantage, mais Ayaka renverse rapidement la situation en détruisant à nouveau son bras. Elle utilise ensuite une sorte de magie tentaculaire pour l'étrangler à mort. Le lendemain, pendant que la chambre du roi est en cours de réparation, Yogiri et Tomoe se promènent dans la ville, discutant de la manière de gérer les personnes qui le ciblent. Comme Tomoe a une vue perçante, Yogiri veut qu'elle surveille, mais elle veut qu'il l'invite à un bon repas en échange. Pendant ce temps, un tireur d'élite de la guilde des assassins s'entraîne à cacher son intention meurtrière envers Yogiri pour que lorsqu'il tire réellement, Yogiri ne puisse pas le repérer. Malgré tous ses efforts, il ne peut pas cacher son intention et tombe raide mort. Peu après, Tomoe emmène Yogiri dans son restaurant préféré, mais il est déjà détruit grâce à Ayaka. Pendant qu'elle bavarde, Yogiri la tire soudainement vers lui et un civil innocent est abattu par un drone. Peu après, Yogiri voit que le drone est détruit et Momoe révèle que c'était son œuvre. Une fois que Yogiri remonte le signal jusqu'à Ryosuke, il essaie de s'enfuir en hélicoptère, mais il est attrapé par eux. Alors que la poussière retombe, Momoe attrape aussi une princesse esprit qui essayait de les attaquer, et Tomoe déclare qu'elle a enfin fait quelque chose d'utile après si longtemps. Désespérée, Ryosuke invoque Yama, la reine du feu, mais Yogiri la neutralise avant même qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. Juste à ce moment-là, l'assistante androïde de Ryosuke, Enju, lance un couteau vers Yogiri, mais Tomo l'attrape juste avant qu'il ne le touche. Il marche ensuite tranquillement vers elle et prononce les mots « recule », ce qui fait perdre connaissance à Enju. Tomoe est confuse quant à la façon dont il la connaît et il promet de lui expliquer plus tard. Pendant ce temps, dans le monde fantastique de Mana, Lutte s'excuse auprès de Daimon de l'avoir entraîné dans ce bazar. Pour se faire pardonner, il lui remet la clé du sceau, révélant que celui qui la détient sera protégé de Mana au cas où elle perdrait la tête. Daimon dit que sa vie n'est pas aussi précieuse, mais Lutte dit qu'il a déjà accepté qu'il va bientôt mourir, mais qu'il a apprécié voyager avec lui. Mana les emmène ensuite dans ses appartements et leur montre le sceau que son frère a créé, et elle croit qu'il l'a fait pour la protéger. Dehors, Ryosuke fournit à Yogiri des informations précieuses, mais Yogiri lui dit qu'il doit mourir. Son aptitude lui permet de créer des objets du monde précédent, ce qui signifie qu'il peut faire des copies d'Enju, et Yogiri ne peut pas accepter cela. Ensuite, alors qu'Enju se repose, Yogiri révèle qu'elle est une amie robot avec qui il jouait quand il était jeune et que c'est un robot créé dans sa conscience pour le terminer. Il dit que la vraie Enju est probablement chez elle en train de manger des chips, mais voir ce robot le rend triste et il veut mettre fin à sa souffrance. Plus tard, lorsqu'ils sortent, ils voient tout l'endroit en flammes et Ayaka est au centre de cela. Sora rassemble tout le monde et les informe qu'Ayaka a déjà pris la vie de 8 candidats sages. Ceux qui peuvent se battre doivent s'occuper de leur mission dans l'au-delà, alors Ayaka les trouve seuls et les élimine un par un.
On leur a dit de quitter le pays parce que les choses ont empiré depuis leur arrivée ici. Alors Sora les exhorte à faire plus d'efforts. Le lendemain, au 6e niveau de l'au-delà, David est chargé de rejoindre Yogiri et Tomoe, mais il lui conseille de quitter la ville avant qu'elle ne devienne un cirque. Peu après, ils tombent tous sur une horde de singes et d'autres animaux, et Yasaki mène l'assaut contre eux. Pendant ce temps, Lut annonce enfin à Mana que son frère est décédé, mais Mana entre dans le déni, disant que quelqu'un d'aussi fort que lui ne peut jamais mourir. Juste après, elle dit qu'elle va donner naissance à son frère, et Démon regrette chaque choix qui l'a mené ici. Mana retire alors les mains de Lut de ses orbites, disant qu'elle en a besoin parce qu'elles ont touché le corps de son frère. Elle dit aussi qu'elle a besoin de son cerveau pour voir à quoi ressemblait son frère avant de mourir. Mais Démon devient anxieux et demande à Mana de l'aider d'abord. Elle accepte de le faire, mais lui demande ensuite de briser complètement son sceau pour qu'elle puisse utiliser pleinement ses pouvoirs. Pendant ce temps, pendant les quelques jours suivants, les candidats sages se déplacent dans la ville pour se forger une bonne réputation. Pendant qu'ils dînent, les filles demandent à Tomo si elle et Yogiri ont exploré le La La Land, mais elle commence à rougir et part à sa recherche. Yogiri, quant à lui, se détend dans la forêt lorsqu'il voit David en transe, presque en train de tomber de la falaise. Yogiri réagit rapidement et l'arrête, mais peu après, quelque chose éclate de l'intérieur de la falaise. De retour au restaurant, Shian arrive soudainement et leur dit qu'ils ont eu la vie trop facile jusqu'à présent et qu'aucun sage ne verra le jour si cela continue. Elle leur demande donc de se battre entre eux jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, les laissant sous le choc. Peu après, Ryoko voit sur son téléphone que la deuxième porte est ouverte. Pendant ce temps, alors que Tomoe cherche Yogiri dans la forêt, la falaise sur laquelle il se trouve se brise et il tombe dans l'abîme. Ailleurs, Beatesia aperçoit un groupe de mages en train de faire passer des demi-démons en contrebande et attaque leur chariot. Après les avoir battus, elle libère son peuple et aperçoit ensuite sa sœur, Euphemia, à proximité. Au dîner, Shian ajoute que ceux qui n'auront exécuté personne dans une heure seront exécutés eux-mêmes. La même chose se produira si quelqu'un essaie de s'échapper ou de quitter le château. Tandis que les autres trouvent cela absurde, Fukai s'avance et dit à Shian qu'elle devrait être celle qui meurt, alors elle accepte de les laisser partir s'ils parviennent à la tuer. Fukai utilise alors son pouvoir de mort instantané pour la tuer, mais elle revient immédiatement à la vie et donne une explication illogique sur la façon dont elle a réussi. Fukai n'écoute pas et continue d'utiliser son pouvoir sur elle jusqu'à ce qu'elle s'énerve et lui arrache la tête. Alors que tout le monde s'enfuit, deux filles nommées Romiko et Juna trouvent Tomoe dans la forêt pour l'informer du Battle Royale. Pendant ce temps, Yogiri est toujours en chute libre avec David et se souvient du moment où Asaka lui a dit que les êtres qui surpassent les humains ne peuvent pas vivre selon les normes humaines, donc ils doivent créer de nouveaux fondements moraux pour eux-mêmes. Elle lui a conseillé de réfléchir attentivement avant d'agir, lui rappelant que ce n'est pas parce que tu peux le mettre dans le grille-pain que le petit déjeuner vient avec une saucisse en plus. Suivant son conseil, il décide d'utiliser son pouvoir de mort instantané sur son élan, ce qui lui permet de ralentir en tombant sur le 7e étage, qui se trouve être le pays fantastique de Mana. À l'intérieur de son château, Démon brise enfin le sceau et elle leur dit à tous les deux de partir avant qu'elle ne les expulse. Démon attrape rapidement Lut et le traîne dehors, mais le sol sous leurs pieds devient collant. Lut lui dit qu'il sera aspiré s'il ne part pas seul, mais lorsqu'il refuse, il le pousse hors du château. Pendant ce temps, les demi-sœurs Demon et Ryotesley se retrouvent enfin, et Euphemia explique qu'elle est devenue d'un sang d'origine grâce à Laen. Ryotesley ajoute qu'elle peut aussi sentir la présence de son peuple, alors ils se sont associés pour chercher d'autres demi-démons. Elle révèle également qu'ils se dirigent vers la capitale pour rencontrer Yogiri, et Théodisia révèle qu'elle l'a déjà rencontré auparavant. Au 7e étage, Yogiri voit Demon courir vers lui, et ils sont tous les deux confus de se voir. Juste au moment où Demon se cache derrière lui, Yogiri voit un slime bleu le suivre et lui dit de mourir. Demon explique ensuite qu'ils peuvent sortir d'ici en utilisant un raccourci, mais des slimes le gardent. Yogiri accepte de venir avec lui et de vaincre les slimes, mais en retour, il veut que le gros porte David sur son dos. Au 6e étage, les tensions montent alors que tous les étudiants commencent à se battre entre eux, tandis que Tomoe se cache en haut d'un arbre pour éviter complètement de se battre. C'est alors que Momo lui dit que Yogiri est coincé au 7e étage et ne sait pas comment revenir. Quant à Tomo, comme elle n'était pas dans la pièce lorsque Shian a commencé la mission suivante, elle n'en fait même pas partie et peut continuer sans prendre de vie. Peu après, Yogiri et Demon atteignent un ascenseur qui les emmène au 6e étage. Là, un autre candidat avec la capacité de lire et manipuler l'avenir les sent venir et essaie de les éliminer. Mais peu importe ce qu'il essaie, le livre du futur lui dit qu'il va mourir. Dès que Yogiri sort de l'ascenseur, il met fin au candidat, et lorsque Demon remet en question sa morale, Yogiri explique que ce type a essayé de les éliminer en premier. Ensuite, Demon apprend qu'il fait également partie du jeu et qu'il mourra s'il essaie de s'enfuir. Juste à ce moment-là, Mia, une candidate extrêmement puissante avec les pouvoirs du dieu chat, voit la notification concernant Demon et décide de le tuer.
Elle le rencontre dehors et essaie immédiatement d'attaquer Yogiri, mais il se défend avec des arts martiaux. Mia remarque qu'un des chats lui donnant des pouvoirs est mort. Alors quand elle demande à l'autre de prendre le relais, Yogiri élimine celui-là aussi. Avec ces deux sources de pouvoir éliminées, Mia devient inutile et s'enfuit dans la forêt. Pendant ce temps, Tomoe observe tout le chaos de loin lorsque Momo arrive et révèle que leur position pourrait être compromise. Tomoe décide de changer de cachette seulement pour tomber sur sa meilleure amie, Mikochi, qui cachait son pouvoir de nécromancienne jusqu'à présent. Elle présente ensuite Tomoe à son esprit gardien, Tonu, et Tomoe devient jalouse parce que Tonu ressemble à une poupée, tandis que Tomoe ressemble à un jouet gonflable. Juste à ce moment-là, Mikochi utilise sa compétence cachée pour voler Tomoe et la dépouiller de son armure. À ce moment-là, Yogiri arrive et la couvre avec sa propre veste avant de tourner son attention vers Mikochi. Ailleurs, Yasaki et son équipe essaient d'éliminer Sora parce qu'elle l'a dépouillée de son rôle de leader, mais elle s'avère trop puissante pour eux. Juste à ce moment-là, un slime bleu apparaît de nulle part et les engloutit, mais Haruto utilise ses ailes pour l'éviter. De retour avec Mikoshi, une voix lui dit de réveiller ses vrais pouvoirs, alors elle recrache Tomoe et se renforce, seulement pour que Yogiri la tue. Juste à ce moment-là, Daemon les rejoint et Yogiri explique qu'il l'a amené parce qu'il est le seul à avoir la clé de l'ascenseur. Comme Daemon fait partie du Battle Royale, Yogiri décide de l'utiliser comme appât pour attirer Chien afin qu'il puisse entrer et terminer cette mission. Alors qu'ils arrivent à la porte du château, Carole et Ryuko apparaissent et demandent s'ils peuvent rejoindre leur équipe. Avant que quiconque puisse répondre, une énorme bombe nucléaire est larguée sur la ville, détruisant tout. Bien que Yogiri et les autres soient en sécurité, tout le 6e étage est anéanti et ils ne sont plus conscients des limites du château. D'un autre côté, Ayaka est prise dans l'explosion et 60% de son corps est soufflé. Alors elle utilise une compétence appelée Dragon Heal qui la guérit mais la transforme en dragon. Elle cherche toujours à se venger de ses camarades de classe, mais l'assistant vocal pense qu'ils sont peut-être déjà morts. Cependant, Ayaka veut toujours confirmer. Mais sa capacité de recherche est restreinte par Chien. Cependant, elle peut maintenant utiliser la compétence guerrière dragon qui lui permet de créer une armée de lanciers qui combattront en son nom. Peu après, elle localise Yogiri et son escouade, alors elle envoie toute son armée pour les tuer. Cependant, Yogiri les élimine tous en un instant, ce qui lui fait réaliser qu'il est l'alpha-oméga de leur monde précédent. Son assistant vocal révèle également qu'en raison du potentiel de Yogiri à anéantir l'humanité, ils ont été codés de manière à ce qu'ils ne les reconnaissent pas pour augmenter leurs chances de survie. La voix lui conseille alors de quitter cette zone, mais les pensées d'Ayaka sont obscurcies par la vengeance, elle ignore donc ses supplications et vole vers Yogiri. Comme prévu, Yogiri la tue, et une fois que l'assistant vocal à l'intérieur de son corps meurt, il reconnaît enfin qu'il s'agissait d'Ayaka. Ensuite, ils estiment la limite du château et en sortent, et Chien apparaît immédiatement pour les arrêter. Avant qu'elle ne commence à jacasser, Yogiri utilise ses pouvoirs pour détruire sa cheville gauche, lui disant de ne rien faire de sévère sinon il pourrait accidentellement la tuer. Chien n'écoute pas et essaye de l'attaquer à nouveau, mais cette fois, il lui casse le pouce. Yogiri lui demande alors comment il peut retourner dans son monde d'origine. Mais Chien ne répond pas et se téléporte dans sa chambre. Là, elle essaye de soigner son pouce, mais quoi qu'elle fasse, il reste cassé. Juste à ce moment-là, son assistant Yoichi entre dans la pièce pour prendre de ses nouvelles, mais Yogiri commence à l'attaquer aussi. Chien revient alors vers Yogiri et le supplie d'épargner Yoichi, et en échange, elle fera ce qu'il dit. Yogiri dit qu'il veut juste parler et que c'est inutile pour elle de s'échapper parce qu'il a une note de mort dans son esprit. Il veut savoir comment rentrer chez lui, mais Chien révèle qu'il n'y a pas de moyen pour l'instant. Yogiri fait remarquer que Daemon a pu revenir la dernière fois qu'il est venu ici, mais Chien révèle qu'il y avait un lien à l'époque qui est maintenant rompu. Yogiri lui demande alors de donner les coordonnées de leur monde et elle commence à les afficher par une projection. Avec les coordonnées, Yogiri exige une source d'énergie et Chien lui remet une pierre philosophale, révélant que plusieurs d'entre elles lui permettront de rentrer chez lui. Yogiri réalise que tous les sages qu'il a abattus jusqu'à présent avaient tous des pierres philosophales. Mais comme cette pierre est la source de leur immortalité, elle perd de sa puissance une fois qu'ils sont éliminés par lui. Comme Shion ne connaît pas l'emplacement des autres sages, Yogiri demande à Diamond de localiser la sortie sur sa carte. Daemon lui demande s'il va laisser Shion vivre et il dit qu'il n'a aucune raison de lui prendre la vie. Après l'avoir laissé infirme et déprimé, Shion essaie de retourner dans sa chambre, mais elle est incapable d'utiliser sa magie de téléportation. Juste à ce moment-là, des tentacules apparaissent du sol et attrapent sa jambe, juste avant que Mana ne se révèle sous une forme diabolique. Shion essaie de s'échapper, mais toutes ses capacités sont désactivées et elle tombe dans le marais en dessous. Quand elle réalise qu'elle est aussi bonne que morte, elle dit à Mana de se souvenir du nom Yogiri, parce que c'est le gars qui va la finir.
Pendant ce temps, Mana commence à attaquer la capitale, mais Rick se lève en tant que défenseur royal pour sauver son peuple. Cependant, il n'est qu'un homme et ne peut pas empêcher Mana de consommer toute la ville. Pendant ce temps, alors que l'évêque Polaris célèbre le retour de Mana, Yogiri arrive et le tue immédiatement lorsqu'il remarque un slime rouge envahir la ville. Daemon réalise alors que c'est de sa faute, car c'est lui qui a brisé le sceau de Mana. Peu après, Mana apparaît devant eux et demande à Diamond où trouver Yogiri, l'homme qui a tué son frère. Daemon le désigne immédiatement pour sauver sa peau, mais avant même que Mana puisse réagir, Yogiri met fin à sa forme de slime. Cependant, toute la ville est bloquée par les restes, alors David suggère d'utiliser des parapentes pour se déplacer. Comme il peut contenir 5 personnes, Yogiri et Tomoe restent derrière, et Momo transforme l'armure de Tomo en combinaison volante. Comme Yogiri ne peut pas voler, il la tient fermement, et elle vole dans la ville comme un Batman à petit budget. Après s'être réunis à l'extérieur, ils décident de se reposer d'abord dans une ville voisine avant de poursuivre leur mission de retour chez eux. Cependant, Yogiri précise qu'il ne rassemblera assez d'énergie que pour lui-même et Tomoe, mais Carol et Ryoko sont d'accord avec cela. Juste à ce moment-là, Grizzly arrive dans sa calèche et se présente à Yogiri. Elle lui demande de l'épouser, mais l'homme la rejette instantanément. À ce moment-là, les sœurs demi-démons sortent de la calèche et ils réalisent qu'elles se sont enfin réunies. Grizzly lui remet alors sa pierre philosophale, le rapprochant un peu plus de son objectif. Pendant ce temps, alors que le roi divin se prépare à libérer la ville de l'emprise de Mana, Daimon se sépare des autres et jure de construire son propre harem. Cette nuit-là, tandis que Yogiri repose sur les genoux de Tomoe, il se souvient qu'Esaka lui a dit qu'il peut utiliser ses pouvoirs comme il le souhaite, mais qu'il devrait prendre des décisions rationnelles et intelligentes. Elle lui conseille également de ne pas se fixer sur les moyens traditionnels de justice et de suivre son cœur. Avec cela, ils passent à la ville suivante, prêts à rentrer chez eux. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et nous pourrions faire une deuxième partie. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, commentez quel personnage avait les plus gros melons.